C'est le plus grand bonheur. J'aime bien le personnage de Picsou, dans son côté absolu, il est le plus riche des canards et se baigne littéralement dans sa fortune. C'est une caricature jusqu'au boutiste que je trouve géniale. Après, il représente aussi le rêve américain, c'est un immigré irlandais, il a vécu des aventures de pionnier, de chercheur d'or, bref, il a accompli plein de grandes figures de l'histoire américaine jusqu'à son but ultime, celui du milliardaire qui se sent légitime, droit dans ses bottes, le self-made man qui dit qu'en Amérique, tout est réalisable si on le veut vraiment. Cet aspect du personnage paraît plus premier degré et cherche à créer de l'empathie pour Picsou. Bref, il est une belle incarnation du grand mythe américain. Pop off to the bathroom, work one out anytime you can, and when you get really good at it, you'll fucking be stroking it and you'll be thinking about money. Second key to success in this racket is this little baby right here. It's called cocaine. Je vais parler ici de la BD Le rêve de toute une vie de l'auteur américain Don Rosa, célèbre pour ses nombreux récits sur Picsou et Donald. Dans cette BD, les frères Rapetou se servent d'une invention de Géo Trouve-Tout pour entrer dans le rêve de Picsou et tenter d'obtenir dans sa mémoire le code secret de sa salle au trésor. Quand on pose une question à quelqu'un, on lui fait penser à la réponse, et comme le rêve, c'est un monde de la pensée, Picsou va forcément exprimer oralement et matérialiser toute pensée qui lui vient. Donc dans son rêve, quand un Rapetou lui demande son code secret, Picsou pense au code en question et ne peut s'empêcher de le dire. Alors que les Rapetou sont déjà entrés dans le rêve, Géo Trouve-Tout, Donald et ses neveux débarquent pour tenter de régler la situation. Le premier problème, c'est que c'est impossible de réveiller les voleurs car leur esprit est dans celui de Picsou. De plus, le danger est que si les Rapetou sont encore dans la tête de Picsou à son réveil, ils seront piégés à jamais dans son esprit, ce qui risque de plonger Picsou dans la folie. Grâce à un bricolage rapide, on fait entrer Donald dans le rêve de Picsou. Il va s'en suivre une course-poursuite dans une succession de plusieurs rêves pendant laquelle Donald va réussir à se débarrasser des Rapetou un par un. Voilà pour le résumé, c'est une petite BD de 26 pages divisée en 2 numéros de 13 pages. Et je vais spoiler la fin plus loin dans la vidéo, ça ne me paraît pas bien grave pour ce récit, mais si jamais vous voulez lire la BD avant de voir la suite, j'ai mis dans la description le lien d'un PDF en anglais, pas moyen de trouver la version française. Alors comme annoncé dans le titre, le récit a des liens avec l'histoire d'Inception, et il y a eu à l'époque la question de savoir si c'était ou non un plagiat. J'aurais adoré que Nolan ait plagié une histoire de Picsou pour écrire son film assez prétentieux et vraiment difficile à saisir, là où cette BD jeunesse nous fait comprendre très rapidement, avec clarté et humour, des concepts assez complexes. En plus vous allez voir, on a la même thématique en commun d'un deuil amoureux chez Picsou et chez DiCaprio, et qui les obsède dans leurs rêves. C'est quand même assez troublant. Mais bon, le complot s'arrête là, la BD est sortie en 2002 et le film en 2010, mais comme Christopher Nolan a proposé son projet de film à la Warner en 2001, l'idée du plagiat ne colle pas. Du coup, reconcentrons-nous sur Le rêve de toute une vie. Je vais ici expliquer les différentes règles qui régissent l'infiltration dans un rêve et le travail de mise en scène de Don Rosa pour raconter tout ça. Déjà, le récit commence avec Picsou qui dort avec un sourire béat, alors qu'il a l'air de vivre un cauchemar. Ça va être récurrent pendant tout le récit. On comprend que Picsou fait toutes les nuits le même enchaînement de rêves, dans lesquels il revit ses souvenirs de jeunesse. Ce sont ses débuts, ses aventures qui l'ont mené à la richesse. Les Rapetou ne vont jamais réussir à se faire à l'idée que Picsou considère ses aventures mouvementées comme des rêves normaux. Eux, ils voient justement surtout des cauchemars. Le truc marrant, c'est que les Rapetou étaient persuadés que Picsou ne rêvait que de son or toutes les nuits et qu'ils allaient se retrouver au milieu de trésors pendant le rêve. C'est d'ailleurs une rumeur généralisée car Donald possède aussi ça de son oncle. Les Rapetou sont clairement les prolos dans cette série de BD, ce sont des criminels malveillants, mal rasés, stupides et bedonnants. C'est évidemment une vision hyper méprisante, mais pas étonnante quand le héros de l'histoire est un milliardaire. Cette vision de prolo, du riche qui ne pense et ne rêve que de son argent, rejoint pas mal ce truc de Game of Thrones où la légende qui court chez le peuple et que Tywin Lannister chie de l'or. J'aime bien ce genre de légende urbaine, une exagération, une moquerie qui reste en fait une sorte de demi-vérité. Dans la première case, on a une image qui se passe dans la réalité et une bulle de rêve, et ce mélange représente déjà physiquement le fait qu'on va voyager entre les deux mondes. La BD représente souvent avec presque la même tangibilité la pensée et le réel. Ici, la bulle de rêve utilise le même code visuel que les bulles de pensée dans les BD, et prépare déjà à l'explication sur le fait que rêve égale pensée. Ensuite, au moment de poser le casque qui va permettre de pénétrer dans son esprit, on voit une première alternance entre des cases de réalité et des cases de rêve. Les cases de rêve ont un contour ondulé, qui est un mélange entre la bulle de rêve et la case normale, et qui permet donc une incrustation à la fois fluide et marquée dans une page. Ça ressemble à une case normale, mais pas complètement. Ce qui fait que tout dessin représenté dans ce type de case, que ce soit une bulle de dialogue ou un personnage, sont en fait de la pensée, et qui explique par le même fait l'absence totale de bulles de pensée dans les cases de rêve, car ça reviendra à faire une pensée dans une pensée, et là on tomberait dans un concept encore plus proche d'Inception. Du coup, dans la plupart des pages, on va alterner entre les deux mondes, et dans cette première page qui introduit cette mise en scène, l'auteur va prendre soin de particulièrement bien marquer les transitions. Don Rosa est un exemple d'auteur didactique, qui prend par la main le lecteur pour l'accompagner dans son récit, mais sans pour autant être intrusif et le prendre de haut. Je rappelle que Picsou est avant tout pensé pour les lecteurs enfants, qui n'ont pas forcément autant d'expérience de lecture d'une BD qu'un ado ou un adulte.
Pour commencer, il y a donc la première case des deux parties du récit, qui seront les seuls moments où la réalité et le rêve sont placés dans une même image et qui est donc parfaite pour introduire le thème principal. Ensuite, sur cette toute première page, le code couleur du rêve est très marqué pour n'avoir aucune ambiguïté sur sa nature différente, contrairement aux rêves qui suivent qui auront quant à eux une palette normale. Enfin, la double case de réalité pendant lesquelles les Rapetou posent le casque d'intrusion du rêve sur Picsou sont des cases jumelles. Elles ne se lisent pas l'une après l'autre, mais la répétition du dessin, leur forme commune et leur superposition montrent bien leur lien narratif. Dans son premier rêve, Picsou reçoit un coup de glaçon sur la tête, et on verra plus tard que son corps endormi réagit aux stimuli extérieurs et que ça influence ses rêves. Ici, on peut se dire que le froid du glaçon et le froid du casque en métal ont un lien sensoriel pour Picsou, et cette case, en termes de temporalité, représente le moment où le casque a été posé sur sa tête. Aussi, les glaçons projetés par le tuyau des pompiers viennent depuis l'extérieur de la case, ça renforce l'effet de surprise du choc, mais aussi l'idée d'une intrusion depuis l'extérieur avec le casque des Rapetou. Car dans les rêves, la case est davantage présente physiquement que dans la réalité. Dans son esprit, Picsou ne génère du rêve qu'autour de lui, ce qui fait que si on s'éloigne de lui, le décor et la case vont progressivement s'effacer et on va finir par tomber hors du rêve et se réveiller. Géo fait d'ailleurs le lien avec le fait que lorsqu'on tombe dans un rêve, on se réveille, ce qui est une expérience qu'on a déjà tous fait. Je vais changer. Je vais changer. La sortie d'un élément d'une case est parfois purement graphique, ou même juste pratique, si l'auteur n'a pas la place dans son cadre pour représenter un mouvement. Ici, comme pour les glaçons, l'utilisation est narrative. Pour rappel, Picsou a l'habitude de faire toujours les mêmes rêves, qui sont en fait un moyen pour lui de revivre ses souvenirs. Picsou ne fait que des rêves lucides, il a conscience qu'il est dans un rêve. Et quand il voit Donald ou les Rapetou apparaître, il est choqué et énervé. À chaque fois qu'un rêve s'interrompt pour passer à un nouveau, Picsou incarne une nouvelle itération de lui-même, à une nouvelle époque, à un nouveau souvenir, et il a oublié les rêves d'avant. Ce qui fait qu'il est continuellement de nouveau surpris en voyant des intrus, et que Donald doit lui réexpliquer à chaque fois la situation. On a donc droit à du comique de répétition et où on va voir que Picsou est plus énervé de voir Donald que les Rapetou de ses rêves. But I hope you leave enough room for my fist because I'm going to ram it into your stomach and break your goddamn spine! Du coup, dans cette scène, on va voir Donald apparaître soudainement d'une case à une autre et sur le moment de surprise de Picsou, ce dernier va sortir un peu de la case. Ses rêves sont normalement très organisés, ce qui n'est pas étonnant pour un milliardaire qui a l'habitude d'être rigide et dans le contrôle, et l'intrusion de Donald va le faire sortir un peu de son état de rêve, la surprise pouvant risquer de le réveiller, de le projeter hors de la case de rêve. Dans un mélange de l'idée de case tangible dans le rêve et d'éléments qui sortent de la case, on a ici le moment où le dernier Rapetou est éjecté du rêve. Le récit a fait une boucle et on est revenu ici à la scène du premier rêve. Picsou, qui est ici un jeune pionnier, jette le Rapetou par la fenêtre. Le moment où il est défenestré est représenté sans aucun contour de case. L'image flotte dans le vide et c'est bien la fenêtre qui fait office de case ici, que le Rapetou traverse, c'est le portail entre deux mondes. Le fait que la BD doive représenter physiquement les sons et les mettre sur un même pied visuel que le reste du dessin est une force de langage que n'hésite pas à utiliser Don Rosa. Sur l'exemple d'Encore d'avant, l'apparition de Donald dans le monde du rêve était soudaine, sans transition. Mais lors de sa toute première intrusion, on a une mise en scène assez soignée pour bien faire passer ce moment. On a d'abord Donald, comme toujours très colérique, qui grogne avec son casque improvisé. Ensuite, il y a le bruit caractéristique de la machine qui se met en marche et dont la bulle d'onomatopée est ondulée, comme le sont les bulles et les cases de rêve. Pendant cette case, le corps de Donald perd conscience sans qu'il ne s'en rende compte. Mais son esprit qui reste actif pendant ces trois cases est représenté par sa bulle de dialogue qui ne s'interrompt pas entre la réalité et le rêve. Elle est juste cachée par le bruit de la machine jusqu'à la bordure de transition entre les deux cases. De plus, la bulle du bruit de la machine se place directement dans le prolongement des bordures d'en haut des cases, qui sont ici aussi la bordure des bulles. Cette mise en scène vient également accompagner l'idée de transition, avec d'abord la bordure normale, puis le bruit de la machine très ondulé et marqué, et enfin la bordure un peu ondulée de la case de rêve. Des informations qui nous sont données en une seule ligne continue. Son esprit non interrompu est aussi montré par son corps qui garde la même attitude de la réalité au rêve, avec néanmoins un visuel de double expression propre à la BD qui amorce déjà la suite de sa réaction. Le Rapetou éjecté du rêve a d'ailleurs lui aussi eu droit à l'utilisation de bulles de dialogue qui passent entre deux états, et le fait que sa bulle soit petite renforce bien l'idée d'un réveil brutal. La transition dans le texte se fait ici de nouveau de la bordure entre les deux vignettes et est marquée par deux pointillés. Don Rosa trouve des idées de mise en scène qu'il introduit d'abord en douceur et puis qu'il réutilise dans différentes situations plus directement. Ça donne une impression de cohérence et d'évolution à son récit. Les transitions plus brutales et plus nombreuses renforcent également l'impression du rythme très soutenu de l'histoire. Don Rosa va réutiliser cette idée de bulle qui sert de transition entre les deux mondes à un moment où Donald a réussi à communiquer dans la douleur avec son corps depuis l'autre monde, pour demander à ses neveux d'influencer le rêve de Picsou et reverser une situation où il était mal barré. Ici, Loulou va utiliser un sifflet pour influencer le rêve de Picsou et lui faire apparaître un bateau à vapeur. On voit le bruit du sifflet traverser les deux mondes, car la BD permet de juxtaposer, de mettre côte à côte deux scènes et donc deux univers entre eux, et même de séparer aisément deux scènes qui se passent en fait en même temps. Dans la case du rêve, on voit Picsou réagir au bruit venant de l'extérieur, ce qui va
va donc influencer son esprit. Le sens de lecture de gauche à droite renforce bien l'enchaînement de l'action. D'abord, Picsou entend le son. Ensuite, l'eau apparaît presque instantanément. Picsou va alors disparaître pour incarner un nouveau rôle dans un nouveau rêve, et le mouvement de l'eau qui prend toute la case donne bien cette impression de monde qui s'efface au profit d'un autre, comme une distorsion de l'image. Cet enjeu de devoir faire du bruit dans les oreilles de Picsou est à la fois drôle et stressant. Pendant tout le récit, les personnages vont être terrifiés à l'idée de réveiller Picsou, car si ça arrive, Donald et les Rapitou seront bloqués à jamais dans l'esprit de Picsou devenu fou. Les situations sont à la fois bouffonnesques et sérieuses. On va également voir un Donald en souffrance quand il va devoir communiquer avec l'extérieur. Le fait qu'il soit un canard qui serre les dents renforce hyper bien son expression, je trouve. Si j'avais été un enfant, je pense que j'aurais pu ressentir un certain stress, une tension en lisant cette BD. Don Rosa arrive donc assez bien à faire un récit avec une issue potentiellement dramatique, tout en utilisant du comique absurde et de répétition, et en faisant des petits gags secondaires au sein des cases aussi, chose qu'on retrouve étonnamment assez peu dans la BD qui s'y prête pourtant très bien, faire des petits à côté au sein d'une scène. Toutes les explications sur les règles des rêves sont vraiment bien amenées et très claires, alors qu'on aurait pu rapidement se perdre dans des explications trop longues ou compliquées. Par contre, le récit est très dense et chaque page comporte beaucoup de cases. Hormis les 2 pages d'intro, toutes les pages sont divisées en 4 strips. Don Rosa doit parfois faire dépasser ses bulles de texte sur plusieurs cases, et des fois ça montre bien la rapidité de l'enchaînement de l'action entre ces 2 cases, mais à d'autres moments, la logique du dialogue colle un peu moins bien à la temporalité de la double action en cours. À la fin du récit, on a un moment un peu émouvant, complètement inattendu. On revient au premier rêve de l'histoire, qu'on identifie facilement grâce au code de couleur marqué. Au début de la BD, la scène de l'incendie avait été interrompue par le glaçon, mais ce glaçon était bien un élément qui se répétait dans tous les rêves de Picsou de cette scène, et n'était pas juste provoqué par le froid du casque. Comme Picsou rêve toujours de la même chose, avec le même déroulé, et que ses rêves représentent des souvenirs, on comprend alors que la femme qu'il avait devant lui, Goldie, était son amante et qu'il n'avait pas pu la sauver à l'époque. Dans la dernière scène, le changement est que c'est un Rapitou qui s'est pris le glaçon sur la tête, ce qui a changé le cours de l'histoire et a permis à Picsou de pouvoir vivre pour la première fois quelque temps en rêve avec son amour perdu. On peut d'ailleurs remarquer qu'une fois l'incendie maîtrisé, le code couleur de ce moment devient normal. La scène avec Goldie devient alors pour Picsou quelque chose de vraiment tangible, presque réel. La dernière image montre Picsou pleurant de joie, c'est vachement beau et Don Rosa a vraiment très subtilement amené ce retournement de situation, qui semble même très logique quand il arrive grâce à toutes les explications du fonctionnement des rêves de Picsou données au lecteur et au personnage après la première scène. Vraiment, le scénario possède une part de subtilité, il est drôle, tendu, et encore une fois, Don Rosa est un exemple d'auteur didactique. Sans cette capacité de synthèse, de clarté et d'efficacité, autant du point de vue graphique que narratif, il n'aurait jamais pu mener ce récit, l'air de rien très complexe sur seulement 26 pages, tout en véhiculant dedans de vraies émotions. D'ailleurs, son dessin est vraiment très beau, le savoir-faire est assez dingue. Comme l'univers visuel est très cartoonesque, c'est hyper délicat de devoir donner dedans des jeux d'ombre et de matière sans que ça semble parasiter et alourdir le visuel. Aussi, Don Rosa n'hésite pas à donner de vraies expressions à ses persos. Cette tête de Riri est vraiment super drôle. La forme des pattes de Picsou sous son drap, ça me fait rire aussi. Après, le récit n'est pas non plus complètement cohérent, mais bon, je lui pardonne largement. En fait, il aurait suffi d'entrer dans le rêve, d'expliquer au Rapitou que s'il restait dedans une fois le réveil de Picsou, ils allaient rester piégés dans son esprit à jamais. Ça aurait largement suffi à convaincre les Rapitou de quitter le navire avant qu'il soit trop tard. Et l'enjeu du code du coffre, c'est seulement un enjeu pour les Rapitou, mais en fait, ils ont déjà perdu d'avance vu que leurs corps ont été ligotés par les policiers. Une toute dernière chose, c'est le fait que les Rapitou soient tous pareils visuellement, hormis leur numéro discret de prisonnier. Ça rejoint mon discours que j'avais sur la vidéo des Schtroumpfs, que d'utiliser ce concept de groupe de personnages est particulièrement adapté pour la narration d'une BD. Dans une BD, on va retrouver plusieurs fois un personnage au sein d'un même espace, la page ou la double page. On va représenter le déroulé de son action sur plusieurs cases en ellipse et même parfois au sein d'une même case. Comme pour Peyo, ce genre de personnage miroir permet à Don Rosa de découper le déroulé d'une même action avec plusieurs persos. Par exemple, on va pouvoir voir les Rapitou réfléchir, avoir une idée, approuver l'idée, puis se frotter les mains de contentement. Se dérouler d'une action en commun, plus le fait que ça multiplie leur présence dans une page montre leur force de groupe, qu'ils sont à la fois des individualités et une union. Cette idée de mise en scène fonctionne aussi sur Riri, Fifi et Loulou, ou encore les Dalton, mais un peu différemment vu qu'ils n'ont pas exactement le même visuel entre eux. Voilà, je ne pensais pas faire une vidéo aussi dense, mais bon, j'ai Christopher Nolanisé alors que je me moquais de lui en début de vidéo. Bref, en espérant que ça vous ait plu, je vous remercie pour votre temps de cerveau et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Je fais ni la que